Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir à tous, au cœur de la mêlée, l'émission rugby de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Au sommaire ce soir, tout ce que vous devez savoir sur les dernières infos de la Coupe du Monde, bien sûr, au cœur de la mêlée avec un beau casting, Yohan Uger, Andrew Mertens pour se projeter sur les quarts de finale. France-Afrique du Sud également vu par un invité qui connaît la musique, il est né en Afrique du Sud mais il a joué pour le 15 de France, et Brian Liebenberg qui sera avec nous aux alentours de 20h30, et puis des cadeaux à gagner dans cette émission avec le Qui je suis ce soir bien sûr. C'est ça la Coupe du Monde sur Sud Radio. Merci d'être avec nous au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, bonsoir, bonsoir Andrew Mertens et Yohan Uger. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Est-ce qu'il est là? Ouais, salut. Oui. Voilà, on est là bien sûr. On est tous dans le nouveau studio Sud Radio. Il y a un petit peu d'émotion. On est là, on se regarde. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Mais oui, c'est vrai qu'on est dans de beaux locaux. Lucien Gaspara qui est avec nous également. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Voilà. Est-ce que vous avez passé un beau week-end, messieurs Yohan et Yohan, notamment avec ces derniers matchs de poule? Ça a été extraordinaire, avec une dernière victoire du Portugal, une victoire flamboyante de l'Irlande, avec le Pays de Galles aussi qui finit sur une bonne note. Donc ouais, on s'est régalé. Japon, Argentine également. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu des matchs, des beaux matchs, et puis il y a eu le récital de la Nouvelle-Zélande un petit peu plus tôt, Andrew. Excusez-moi, pardon, j'ai pas bien entendu, mais oui, ce que je vois des Néo-Zélandais, ils ont continué dans leur trajet pour l'instant. Difficile à juger évidemment les deux derniers matchs, mais ils ont enchaîné deux matchs ou deux performances impressionnantes contre les soi-disant petites équipes. Donc, est-ce qu'ils sont là prêts pour l'Irlande qui s'annonce très fort, très costaud et très intelligent en tant qu'équipe, mais on ne sait pas. Mais je suis ravi juste d'être en finale. Il y a plein d'Australiens qui sont déçus de ne pas être là, et ça commence maintenant. Hein. C'est le business à partir de maintenant. C'est excitant. Voilà, c'est les quarts de finale, c'est la phase finale effectivement qui commence, et on va parler justement des dernières infos de la Coupe du Monde. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Ce journal avec Lucien Gaspara qui est avec nous bien sûr, qui traque les infos. On a passé un beau week-end, on en parlait, mais ce week-end a été éclipsé dès ce matin par une information que l'on attendait tous. Oui, fumée blanche pour Antoine Dupont. Le chirurgien Frédéric Lauwers a donné son feu vert à ce qu'il reprenne le rugby. C'est donc une très bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire qu'il jouera dimanche. Il faut qu'il participe aux séances d'entraînement comme les autres et qu'il réponde bien. Il aura donc 2 entraînements pour ça, l'entraînement collectif du mardi et du mercredi. Jeudi, les Bleus seront au repos, et donc annonce de la composition d'équipe vendredi à 11h30. C'est à ce moment-là où on saura enfin si Antoine Dupont pourra jouer ce match contre les Box dimanche soir à 21h. Donc il y a 3 jours en gros jusqu'à mercredi pour savoir s'il va jouer. D'ici mercredi, je pense qu'on sera fixé. Les entraînements sont toujours ouverts, donc on pourra se faire une idée. Et on écoute du coup Bruno Boussagol, le manager santé des Bleus, qui a évoqué le cas Dupont. Le prérequis, c'était donc l'accord du chirurgien. Ça veut dire que nous, cette semaine, que ce soit sur la cellule santé ou sur la cellule performance, on va continuer à travailler avec lui pour le monter en puissance, pour qu'il soit dans les meilleures dispositions et dans l'attente du choix du sélectionneur. Notre travail cette semaine, c'est de l'accompagner sur cette reprise qui va se faire progressivement, mais qui va se faire dans la partie rugby. Il avait simplement fait en fin de semaine des contacts avec des préparateurs physiques. Là, on reprend l'entraînement normalement. Ça veut dire qu'il est à la disposition du groupe et qui va s'entraîner normalement, mais on va le faire intelligemment. Ouais, on fera réagir bien sûr Yohan et Andrew sur cette information. Messieurs, il faut bosser tout votre manuel de chirurgie maxillo-zygomatique et on va en reparler dans un instant. Voilà. Il n'y aura pas de plan anti-Dupont, a dit Faf de Clercq. Alors est-ce qu'on doit le croire? On ne sait pas, mais en tout cas c'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui en conférence de presse. Et Bruno Boussagol, voilà, qui n'est pas que de bonnes nouvelles à délivrer aujourd'hui, puisque il nous a annoncé le forfait de Julien Marchand, blessé depuis le match d'ouverture contre les Blacks le 8 septembre. On pensait peut-être le retrouver contre l'Italie, mais c'était trop juste, et c'est encore trop juste pour ce quart de finale. Donc la condition pour le revoir en Coupe du Monde, ce sera que les Bleus passent dimanche, et c'est tout ce qu'on souhaite à Julien Marchand. On écoute également Bruno Boussagol, le manager santé des Bleus, au sujet du talonneur.
S'il est resté dans le groupe, c'est qu'il y avait une vraie chance de pouvoir le voir, de le revoir sur le terrain avant la fin de la Coupe du Monde. Effectivement, on avait déterminé une période qui s'étalait entre la 4e et la 6e semaine. Donc on aurait préféré vous annoncer son retour cette semaine. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc notre travail, c'est de le monter en puissance pour qu'il soit à disposition du groupe la semaine prochaine. On espère qu'il y sera. Eh bien, on espère bien sûr que c'est un élément important. Il va nous manquer face aux Sud-Africains, c'est sûr, mais il vaut mieux qu'il leur revienne pour les demi et la finale, parce que c'est sûr qu'on va se qualifier, mais on va en parler quand même tout au long de l'émission. Allez, on connaît les affiches des quarts de finale et on les rappelle aux auditeurs Sud Radio si jamais ils n'ont pas tout en tête. Oui, le programme, on commencera par Pays de Galles, Argentine à Marseille le 14 octobre, samedi à 17h, puis Irlande, Nouvelle-Zélande, le match tant attendu, également samedi, mais le soir à 21h, qui sera en direct du Stade de France. Et enfin le dimanche, on commencera avec Angleterre-Fidji à 17h à Marseille également et France-Afrique du Sud du coup le 15 octobre à 21h à Saint-Denis. Ouais, dimanche 21h France-Afrique du Sud, on va en parler dans un instant avec Yoann Huget, Andrew Mertens et vous bien sûr les auditeurs au 0826 300 300 au cœur de la mêlée, le magazine de rugby de la Coupe du Monde de rugby sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. À tout de suite. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées, plaquez tout pour goûter nos fromages. Avec vous les auditeurs Sud Radio au cœur de la mêlée pour parler de la Coupe du Monde de rugby sur Sud Radio, bien sûr avec Yoann Huget, avec Andrew Mertens et cette information, donc c'est l'information du jour quand même, le feu vert du chirurgien de Antoine Dupont, il peut à nouveau s'entraîner avec ses coéquipiers. Yoann Huget, je me tourne vers vous, non pas parce que vous êtes un spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale, mais parce que quand même ça veut dire des choses. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Antoine Dupont être titulaire ou en tout cas dans le groupe pour affronter l'Afrique du Sud ce dimanche? Titulaire, ça on ne sait pas s'il va être suivant les entraînements, suivant sa capacité de récupération aussi. Mais en tout cas, il sera dans le groupe. J'ai aucun doute là-dessus, ne serait-ce que pour l'équipe, ce qui dégage aussi pour l'adversaire. Donc voilà, c'est un élément positif, je trouve, qui vient se mettre à l'équipe. Oui, c'est un élément positif. Ça veut dire quand même que dans les 2 jours qui vont suivre, là, Yoann, il y a quand même, on va dire, une montée en puissance. Il va reprendre du collectif, on imagine, au début sans trop d'opposition, puis à un moment, il va aller un peu au plaquage, parce qu'il faut quand même tester la robustesse de la pommette, là. Bon, je pense que ça, déjà, il a dû, le connaissant, pousser un peu la machine dès la semaine dernière, un petit peu, pour savoir de quoi il était capable, comment ça répondait. Et s'il décide de monter, de jouer, c'est qu'il aura fait tous les plaquages et tous les impacts nécessaires. Oui, c'est pas quelqu'un qui va s'engager entre guillemets à la légère. S'il le fait, c'est qu'il pourra donner 100% pour l'équipe. Hein, c'est obligé parce qu'il y a eu tellement de débats sur le fait que c'était pas responsable, etc., sa santé et tout, qu'on imagine quand même que Antoine Dupont pense aussi sa santé et puis il pense équipe. Bah surtout sa santé, parce qu'il y a une carrière derrière et qu'au-delà d'une Coupe du Monde, il a encore 10 ans devant lui, donc il faut qu'il se préserve. Mais s'il prend, c'est pas un risque, mais s'il prend le choix de jouer, c'est que tous les voyants sont au vert et c'est quelqu'un de responsable qui a la tête sur les épaules et la tête bien faite surtout. Oui, Andrew Mertens, vous, vu de vos yeux de Néo-Zélandais, voilà, est-ce que c'est raisonnable de faire revenir Dupont? Et est-ce que si vous étiez Sud-Africain, ce qui est pas, c'est une hypothèse assez saugrenue, mais si vous les étiez, est-ce que ça vous inquiéterait de savoir que Antoine Dupont est quasiment prêt pour jouer ce match? Non, je pense pas. Je pense que rien n'inquiète les Sud-Africains, en tout cas. Donc, ils sont là, ils sont prêts. Ils vont pas se concentrer sur un seul joueur. Ce qu'ils adorent, c'est d'entendre que l'autre équipe est très favori de tout le monde. Bon, même si c'est avec certains joueurs phares, ils se concentrent pas sur eux, mais ils prennent plaisir en affrontant une équipe qui est, bon, comme j'ai dit, favori ou préférée, tout ça. Donc, non, ils vont faire leur boulot. Ce que je vois, c'est peut-être que Dupont va avoir un effet sur l'équipe française, depuis le banc en tout cas. Donc, s'il est là, même s'il n'est pas titulaire, il va monter un peu le niveau, un peu la volonté, tout ça, la pression sur la bonne pression sur les joueurs
pour vraiment bien jouer. Donc ils vont ressentir ça, c'est sûr, d'avoir Dupont dans le groupe. Et donc je pense que c'est une bonne chose de l'avoir, évidemment. Oui, Julien Marchand, lui, sera absent. Yoann Huget, vous le connaissez, ça a été votre coéquipier pendant de longues saisons à Toulouse. On imagine d'abord sa tristesse, quand même, de ne pas pouvoir être prêt à temps, mais c'est aussi la sagesse, cette décision. Sagesse, oui, bien sûr, c'est une grosse blessure. Hein. Les ischios, c'est très important, et s'il commence à devenir un peu faible là-dessus, c'est quelque chose qui peut durer pendant très longtemps. Donc, je pense que il doit être très frustré, le connaissant personnellement, parce qu'il travaille très dur, très fort tout le temps. Mais c'est un choix déjà pour l'équipe et ensuite pour lui. Oui, ce choix pour l'équipe et pour lui. Parlons un petit peu, on va dire, un brin stratégie. Voilà, comment prendre ces Sud-Africains qui paraissent quasiment invincibles. Quand on les voit, ils sont costauds, ils sont puissants, ils ont du talent derrière. Yoann, qu'est-ce qu'on peut faire avec face à ces Sud-Africains? On les a battus, mais dans des circonstances un petit peu spéciales. Il y a 11 mois à Marseille. On les a battus, on a laissé des mecs en route pendant les 20 premières minutes. Ça a été quand même une réelle boucherie, un massacre sur les impacts en termes d'intensité. On peut s'attendre à une même confrontation qu'en Afrique du Sud-Irlande. Et je pense que les Français vont devoir réagir avec leur jeu au pied, les mettre sous pression, parce qu'ils n'aiment pas trop ça non plus. Donc si on arrive à gagner la bataille du jeu au pied, on aura déjà fait un grand pas vers la victoire. Andrew Mertens, c'est quoi la recette pour battre les Sud-Africains? Les Néo-Zélandais ont souvent battu les Sud-Africains. Oui, je pense que ils sont pas faibles. C'est une ligne défensive très impressionnante, mais comme à l'époque, il faut chercher les bouger, il faut chercher un peu le jeu, le mouvement. Parmi les trois quarts, il y a des forts défenseurs, comme le Irlandais et tout ça, mais je pense que à l'extérieur, où ils veulent que tu attaques, mais il y a de l'espace, il y a des opportunités, mais il faut mériter d'y aller, parce que si tu y vas trop tôt, ils vont te bloquer, ils vont arriver à te défendre. Mais je pense que éventuellement l'espace c'est plutôt au large. Oui, effectivement, on va vivre ça effectivement. Et puis peut-être qu'il faut s'inspirer aussi des petites nations qui nous ont fait vibrer ce week-end. Le Portugal qui a battu quand même les Fidji, c'était le dernier match de poule. C'était hier soir à Toulouse. On l'a vécu bien sûr. C'était une grande soirée, 24-23, avec notamment un essai en fin de match, 78e minute, pour offrir la victoire à ces Portugais, la première dans cette Coupe du Monde et la première en Coupe du Monde. Et avec nous pour en parler, le demi de mêlée du Portugal, Samuel Marquez, qui est avec nous. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À 24 heures après la victoire, qu'est-ce qui s'est passé depuis 24 heures? Vous avez fait une belle fête? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on a fait une belle fête tous ensemble. Et après, voilà, c'est vrai que chacun petit à petit est rentré dans son club et j'ai envie de dire la vie est redevenue normale. Donc c'est vrai que ça a été court mais très intense. Ah, vous êtes déjà reparti dans vos clubs là à J+1? Ouais, pour la plupart des professionnels, on est tous repartis dans nos clubs. Les Portugais eux, rentrent directement mardi à Lisbonne. Voilà, ils ont 2 jours, mais nous on est repartis dans nos clubs. Ouais. Voilà, sur l'échelle de tout ce que vous avez déjà vécu, Samuel, dans le rugby, vous le mettez où? Vous la mettez où, cette victoire hier face aux Fidjiens? Particulièrement, pour moi, je la mettrais au même niveau que cette qualification qu'on a décrochée à Dubaï, parce que c'est un peu la même dramaturgie, donc c'est vrai que c'est assez incroyable, mais voilà, après c'est vrai qu'émotionnellement là c'était très fort, parce qu'on jouait dans un stade plein à craquer et avec beaucoup de Portugais dedans, donc c'est vrai que forcément ça a encore plus de saveur. Ouais, et puis surtout le scénario, incroyable scénario quand même, face à cette équipe des Fidjiens qui a du talent, qui est surpuissante, et vous avez réussi à les contrer. Voilà, il y a eu le cœur des Lobos, comme on vous appelle, mais il y a eu aussi le talent quand même.
Ouais, forcément. On savait que si on voulait au moins exister dans ce match, il fallait répondre présent. Et je crois que défensivement, on a fait plus que ça. Donc ça, déjà, on avait gagné notre premier match. Et après, on voulait aussi mettre le jeu qu'on a produit sur toute la Coupe du Monde avec un jeu de mouvement et un jeu aéré qui nous a permis de déstabiliser pas mal d'équipes. Donc on a essayé de le produire tant bien que mal et je pense que ça nous a souri. Johan et Andrew, peut-être une question avec Samuel quand même qui a réussi cet exploit en plus du nul face à la Géorgie et c'est quand même une Coupe du Monde très réussie pour le Portugal, hein, Johan. Ouais, salut Sam. Déjà félicitations pour ce parcours parce que franchement tout le monde vous avez emballé tout le monde. J'aimerais savoir l'état de Patrice Lagisquet durant toute la période de la Coupe du Monde, comment il était. Salut Jo, écoute, je pense que tu le connais, hein, tu sais comment il est passionné, donc il nous a pas lâché, c'est vrai que non, mais c'est quelqu'un de passionné et qui aime ce sport, quoi. Il a beaucoup donné pour ce sport et je crois qu'il est comme ça et dans la vie de tous les jours il est comme ça aussi. Je crois qu'il a donné beaucoup pour le rugby portugais et pendant ces 4 années ça a fait que progresser, donc j'espère que ceux qui vont prendre la suite continueront et donneront autant que Patrice parce qu'il a tout donné pour ce pays et je pense que si on en est là, c'est grâce à lui, entièrement grâce à lui. Ouais, et est-ce que les séances vidéo étaient longues ? Ça, je vais le garder pour moi. Elles étaient très longues. Elles étaient très très longues. C'est pas compliqué. Il nous met le match et il laisse se défiler. Donc, et à chacun sa cible. Ah ouais, c'était très long. C'était très long, mais c'est un personnage et c'est un monsieur du rugby. Donc, franchement, personne n'osait lever la voix. Et ça, c'est vrai qu'il y a des fois, ouais, c'était costaud quand même. Mais voilà, c'est Patrice. Et une dernière question, Sam. Est-ce que ces combinaisons ont marché ? Franchement, c'est un monstre. Hein. Toutes les combinaisons, non, mais franchement, il a une lecture du rugby. Il arrive à voir les équipes où travailler les équipes et à chaque lancement. Chaque lancement qu'on a fait depuis 4 années, on franchissait au moins une fois sur ces lancements. Donc, non, chapeau. Franchement, chapeau Patrice pour tout ce qu'il a fait. Et voilà. Après, les joueurs l'ont suivi et on voit les résultats. Ouais, et oui, Lucien Gasparak. Samuel, comment se sont passées les festivités après le match, une fois le coup de sifflet donné quel était le programme un peu entre vous ? Non, mais Patrice était bon aussi, Patrice. Ouais, Patrice est très bon, mais non, mais après il n'y a pas eu de programme. Je pense que même s'il y avait eu la défaite, ça aurait été pareil. Je pense qu'on a vécu une belle aventure humaine. Malgré tout, on a fait un match contre la Géorgie et 2 victoires, j'ai envie de dire, encourageantes. Donc pour nous, petit pays comme on est appelé, que personne ne connaissait, on avait déjà gagné le cœur des gens et on avait montré le visage qu'on voulait. Donc voilà, les festivités, on a bu 1 ou 2 bières dans le vestiaire et après on s'est retrouvés à l'hôtel. Et là où c'était marrant, c'est qu'il y avait une colonie de Gallois qui nous ont fait une haie d'honneur. Donc ils avaient fait l'apéro déjà devant, je pense, toute la journée. Donc, mais non, mais après on a traîné un peu dans les rues toulousaines. Bon, mais vous l'avez mérité en tout cas. Andrew, bien sûr, vous intervenez quand vous voulez sur cette Pardon, prestation. Il y a un écart. C'est pour ça que j'ai hésité un tout petit peu. Mais j'avais 3 questions pour Samuel et encore, j'étais ravi de vous voir gagner ce match hier soir. Mais tout d'abord, la fatigue. Comment vous avez géré la fatigue en jouant dans ce tournoi pendant 4 matchs et tout ça, surtout contre des équipes qui ont l'habitude peut-être d'enchaîner des matchs d'une telle intensité. Vous avez géré comment? Vous avez cru de pouvoir gagner ces Fidjiens suite à quelques semaines dures et tout ça? Vous avez cru vraiment pendant le match? Est-ce que c'était le cas? L'approche que vous avez eue contre les Fidjiens, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Angleterre en attaquant le Fidji? Vous avez pensé quoi aux Fidjiens? Et troisième, comment il a fêté après le match Mike Tadger? Parce que honnêtement, ce coup de pied qu'il a lancé en touche, le stade l'a applaudi à la sortie et tout ça. Il a fêté comment? Est-ce qu'il a été insupportable à la fin? Salut Andrew. Non, mais après déjà pour répondre à tes questions, c'est vrai que sur cette 4e semaine. Bizarrement, on était frais et autant dans le corps que dans les têtes parce que c'était le dernier match. Et c'est vrai que ça faisait 3 mois et demi qu'on était ensemble et on voulait finir sur une belle note. Et
De dire qu'on savait qu'on était sûr qu'on allait gagner, je ne vais pas dire ça, mais on savait qu'on allait avoir des occasions de marquer. On avait travaillé, Patrick nous avait montré des images sur la défense des Fidjiens avec beaucoup d'espace sur les largeurs. Et voilà, après on sait que nous, lutter avec nos petits corps sur du face-à-face contre des mecs qui font 20 kilos de plus que nous, ça servait à rien. Donc on a essayé de déplacer au maximum le ballon et surtout de ne pas leur rendre des ballons faciles. On l'a vu, on prend des essais, quand on leur rend le ballon, c'est des magiciens, donc forcément ils vont vite, ils sont puissants et c'est compliqué de leur courir après. Donc on a essayé de garder le ballon au maximum et de produire de longues séquences pour essayer tout simplement de les mettre un peu à mal physiquement et on y est bien arrivé, je pense, sur cette première mi-temps. Bon, nous aussi on était dans le dur, mais c'est vrai qu'on a réussi à les mettre à mal et on a réussi à trouver des espaces et sur la fin de match on a fini mieux qu'eux parce que je sais pas, peut-être plus à l'envie et au courage, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une belle fin, Et concernant Mike, Mike a fait une belle fête. C'est vrai que c'était son dernier match. On a entendu parler de son coup de pied pendant tout le trajet dans le bus, bien sûr, mais non, c'est une belle fin de carrière pour lui. Voilà, il la mérite. Il a fait une grosse compétition et il s'est donné à cœur de finir devant toute sa famille. Et je pense que c'est mérité. Est-ce qu'à un moment vous avez senti ou cru que vous pourriez sortir les Fidjiens de la Coupe du Monde? Parce que c'est ce qui s'est passé. On rappelle que s'il y avait eu un essai transformé supplémentaire, 8 points d'écart à la fin en votre faveur, les Fidjiens ne se qualifiaient pas pour l'écart. Ouais, non. Après, franchement, nous, on s'est pas préoccupé de ça. Sincèrement, nous, on voulait gagner le match de n'importe quelle manière. Donc voilà, à la fin, il y a un point d'écart et c'est vrai que moi je suis content pour eux aussi parce que c'est une belle équipe, il y a de grands joueurs et c'est quand même très beau à voir jouer, donc forcément nous on était contents pour nous et aussi contents pour cette nation qui mérite énormément. Vous voyez qui, Fidji ou Angleterre en un mot, parce que je suis pris par le temps? J'aimerais bien les Fidjiens. D'accord. Et vous, c'est Béziers désormais votre point d'attache? Ouais, tout à fait. Là, je vais attaquer à Béziers. Dès cet après-midi, je suis passé au club, donc voilà, on attaque vendredi contre Colomiers. Ça n'arrête jamais le mec. Ça n'arrête jamais. Explique-nous ton carburant, Sam, parce que c'est important. L'Armagnac. Ouais, l'Armagnac, l'hygiène de vie, c'est très bien, l'hygiène de vie. Magnifique en tout cas. Merci Samuel Marquez d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, bien sûr. Et puis bonne saison avec Béziers, parce que ça s'enchaîne. Mais bravo en tout cas pour cette Coupe du Monde, les Portugais, les chouchous du public de cette Coupe du Monde, cette première phase. Merci à vous, bonne soirée Samuel, et à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite pour la suite d'Au cœur de la mêlée. Dans 7 jours, ce sera dimanche, on va dire 6 jours maintenant, puisqu'on est lundi. Bref, vous m'avez compris, c'est le quart de finale Afrique du Sud, France-Afrique du Sud au Stade de France. Le coup d'envoi à 21h. On le vivra bien sûr sur Sud Radio. Ça sera le grand rendez-vous de ce week-end, le quart de finale, grand rendez-vous pour le rugby français. Mais c'est tout un pays qui va pousser derrière nos Bleus, avec ou sans Antoine Dupont. Ça, on le verra au fil de la semaine. L'équipe sera donnée vendredi. Avec nous pour en parler, Yoann Huget, ancien bien sûr international français, Andrew Mertens, ancienne star des All Blacks, et puis un Sud-Africain qui a œuvré, qui a joué pour le 15 de France, et plutôt bien parce qu'il a remporté un grand chelem. C'est Brian Liebenberg qui va nous rejoindre dans un instant. Mais avant cela, Andrew Mertens, je voulais revenir avec vous sur ce qui vous avait un petit peu chatouillé ce week-end. On va dire c'est votre soufflante du jour. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit jingle, Maxime? On est parti pour le jingle Sud Radio, au cœur de la mêlée. T'es tendu comme une crotte. Mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu. Bah non. Non mais tu t'es vu? Je te trouve grotesque. T'as rien, je ne t'aime pas. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. J'en ai marre, ok? Putain, merde. Andrew, votre soufflante du jour, c'est quoi? Ouais, c'est c'était sur les Fidjiens. Ce week-end-là, ce qui m'intéresse énormément, c'est que la différence dans leurs prestations, effectivement, quand ils se voient
affronter une meilleure équipe, soi-disant, ou une équipe plus célèbre ou quoi, ils se lèvent énormément pour pouvoir beaucoup mettre en place sur le terrain. Donc, contre Pays de Galles et tout ça, ils ont failli juste de gagner le match. Après, contre les Australiens, ils étaient énormes. Mais par contre, les derniers 2 matchs, quand on voit que peut-être la préparation pour les quarts de finale serait importante, ils ont peut-être pas donné beaucoup de confiance sur le niveau de jeu qu'ils ont mis en place. Et donc c'est juste intéressant de voir peut-être la volatilité des prestations des Fidjiens. Ils sont énormes, c'est ça, mais bon, au même moment de rien enlever de la performance portugaise, ils ont peut-être failli de continuer dans leur trajet. Donc c'est intéressant à voir comment ils vont s'approcher au match contre l'Angleterre. Ils ont déjà gagné les Anglais il y a quelques semaines, mais on verra si ça les aide. Oui, effectivement, c'est vrai que la performance fidjienne pose un petit peu question quand même, Johan Huget. Est-ce que vous pensez que le problème, il est quoi? Il y a eu un relâchement ou c'est un petit problème de fatigue physique, Johan? Un peu des deux. On peut dire qu'il y a eu un relâchement parce qu'on connaît un peu les Fidjiens. Ils se sont dit qu'ils étaient qualifiés, qu'ils allaient jouer le Portugal, et du coup, inconsciemment, c'est normal, hein. Inconsciemment, ils ont levé le pied, mais ils n'ont pas encore cette marge de manœuvre pour lever le pied face à des petites équipes. Il y a 4 ans, ils ont perdu face à l'Uruguay. Là, ils reperdent face au Portugal. Donc, mais ils sont qualifiés. Donc, il y a cette marge de progression où ils sont qualifiés, mais à chaque fois, ils ont une contre-performance. Et je pense, attention aux Anglais, parce que quand ils sont vexés, les Fidjiens, j'aurais pas aimé les jouer les Fidjiens après cette défaite. Et à la fois, les Anglais sont prévenus, hein, parce qu'ils se sont croisés au mois d'août et ils ont perdu à Twickenham face aux Fidjiens. Donc, en tout cas, ça fait partie des quarts de finale qui vont être intéressants, explosifs. Qui sont explosifs. Un ton en dessous, bien sûr, de Irlande, Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud, France, bien évidemment, mais ça sera tout aussi indécis. Avec nous, donc, je le disais, Brian Liebenberg, qui est bien sûr un ancien joueur du 15 de France. Salut Brian. Bonsoir à tout le monde. Salut Johan, j'ai entendu que tu étais là, donc je salue aussi. Et Andrew Mertens qui est là également. Merci Brian d'être avec nous. On rappelle 12 sélections avec l'équipe de France. Vous avez participé à la Coupe du Monde 2003. Vous avez remporté le Grand Chelem en 2004 et surtout aussi en club. On se souvient de vos 3 titres de champion avec le Stade français, le grand Stade français des années 2003 à 2007, on va dire, même si le Stade français était grand depuis le siècle dernier, depuis 140 ans. Ce club, voilà, Brian, pour rappeler un petit peu vos faits d'armes, mais vous êtes né en Afrique du Sud et vous êtes naturalisé français, donc votre cœur doit être partagé quand même cette semaine. Oui, beaucoup partagé, parce que c'est vrai que j'ai une affection pour les 2 pays qui vont s'affronter dimanche soir, donc c'est sûr que c'est normal que je sois un peu partagé. Voilà, mais qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue strictement rugbyistique, technique, aujourd'hui, entre les atouts des uns et des autres? Je pense que pour l'équipe de France, il fallait choisir entre l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse à cette question. Ils tombent contre une équipe sud-africaine qui un peu aussi qui sort après un match contre les Irlandais qu'ils ont perdu. Donc un peu vexé aussi à ce niveau-là, qui se remet en question et qui se prépare pour ce quart de finale. Personnellement, je pense que l'équipe de France, ils jouent à domicile. On a vu pendant toute cette Coupe du Monde l'incroyable support qu'ils ont par les supporters dans tous les stades. Et qui les pousse à dépasser un peu les limites. Et donc, je pense que c'est un léger avantage pour l'équipe de France, même s'ils tombent sur un gros morceau, qui sont ces Sud-Africains qui va venir pour défendre leur titre de champion du monde. Donc, vraiment pas un match facile, et je pense que ça va jouer à rien du tout, et que les 2 équipes, ils vont tout donner, mais je pense personnellement un léger avantage quand même, le fait que la France joue à domicile pour cette rencontre. Pollard or not Pollard, c'est la grande question. Titulaire ou pas le numéro 10 sud-africain?
Je pense qu'on a vu quand il était à 100% sous le jeu au pied, ils ont vite sorti Pollard dans le dernier match parce que je pense que c'est vraiment un atout. On sait tous que c'est ce qui manquait un petit peu contre les Irlandais, c'était un buteur fiable. Donc ouais, je pense qu'il n'a pas forcément le même jeu que Manili Bok qui ramène beaucoup plus dans l'animation de jeu. Mais je pense que dans un match comme ça, quand on arrive dans les phases finales d'un tournoi, surtout comme le Coupe du Monde, il faut vraiment compter sur un buteur qui peut mettre des points et ça met l'équipe en confiance. Dès qu'on a un buteur qui passe des points trop dans le match, c'est sûr que ça va ramener un positif pour l'équipe sud-africaine. Donc il y a forte chance qu'il sera titulaire, oui. Lucien Gasparac. Brian, vous qui avez joué centre, laquelle paire de centre vous trouvez meilleure entre celle de l'Afrique du Sud avec DLND et Kriel et celle de la France avec Danty et Fickou? Toujours pareil, je pense que là on va vraiment essayer de chercher les petits détails qui vont faire la différence. Je pense que en centre de terrain ce sera vraiment un choc de titane un peu avec des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Je sais que les Sud-Africains ils sont basés beaucoup sur le physique. Après on a peut-être Galifico qui est un peu plus capable de jouer ou garder le ballon en vie. Mais honnêtement je pourrais pas vous dire aujourd'hui quel est le paire de centre qui sera plus efficace. Je pense que ça va compter sur le soir. On a vu Jonathan Danty aussi qui est vraiment très efficace dans le grattage de ballon. Donc, à mon avis, la stratégie sud-africaine, c'est d'éviter au maximum de rentrer dans Jonathan Danty. Mais je pense que ce sera un match aussi très serré et que peut-être avoir un match ouvert, c'est peut-être le cas côté sud-africain, peut-être le Français va essayer d'utiliser leur force qui est de bouger le ballon ou essayer de chercher des espaces autour de Galifico qui, on le sait tous, est un bon animateur de jeu et qui sait créer des opportunités. Et c'est ça qui va faire la différence pour l'équipe de France et le Sud-Africain qui va baser un peu plus, je pense, sur le côté physique. Johan Huget, une question pour Brian Liebenberg, pardon. Une question pour Brian, est-ce que sincèrement ou une question ou je sais pas, ou un compliment. Non, bien sûr. Non, est-ce que tu penses sincèrement que l'Afrique du Sud est aujourd'hui au-dessus de la France? J'ai du mal à situer cette équipe sud-africaine après leur victoire face leur défaite face à l'Irlande. Et en même temps, ils pouvaient gagner ce match s'ils avaient eu un buteur, mais est-ce qu'ils ont des occasions d'essai qui ne marquent pas en première mi-temps? Leur parcours est fait de jeu physique, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, sur ce jeu physique-là, on a du répondant en France et on est capable, avec une deuxième ligne, on va dire, Klamawuki, qu'on est capable de rivaliser? Je pense qu'on peut rivaliser. Je pense qu'on a montré qu'aujourd'hui, en équipe de France, on a une équipe qui est aussi bien physique, qui est capable de bouger le ballon et fait du jeu. Donc, je pense que à ce niveau-là, pour les Français, il n'y aura aucun problème. On a des joueurs très physiques, mais aussi très mobiles. Et c'est un peu plus la force que cette équipe de France ils ont. Aussi, ça reste dans le flou, parce que quand on a vu le match contre le Nouvelle-Zélande en match préparation, tout le monde avait peur de cette équipe sud-africaine, parce qu'ils ont montré des très très belles choses face au Nouvelle-Zélande. C'est rare où on voit des Nouveaux-Zélandais qui sortent de match et on le voyait, les Sud-Africains, ils les ont dominés. Mais encore une fois, je pense que là, c'est un match entre toi aussi, Andrew, on a joué des grands matchs comme ça. Je pense le fait aussi d'être en France, cette motivation qui est autour de cette Coupe du Monde de l'équipe de France qui nous fait rêver avec des joueurs formidables, va faire la différence. C'est pas facile d'être en tournée comme ça et affronter une équipe de France en France pour les Sud-Africaines. Après, je pense, je serai honnête avec vous, je pense que ça va jouer à très peu de choses, mais léger avantage quand même, comme je disais, pour l'équipe de France. Andrew Mertens, peut-être une question ou un mot pour Brian Liebenberg. Oui, en fait, ce qui m'intéresse, à part le fait qu'il y a un Néo-Zélandais et un Sud-Africain qui parlent en français là maintenant, mais en pensant aux Sud-Africains, on imagine tout le temps qu'ils vont rester sur la base physique, mais dès que tu penses qu'ils vont faire que ça, ils commencent à attaquer. Ils ont les moyens pour attaquer. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité que les Sud-Africains se disent les Français attendent ça, ils attendent le jeu de l'âme et tout ça, on va chercher
faire un jeu de mouvement, surtout au début du match, comme ils ont tenté à faire peut-être contre les Irlandais. Contre l'Irlande, oui. Oui. Alors je pense, Andrew, c'est qu'il y a quelques années, l'équipe de Afrique du Sud, ils avaient vraiment un jeu stéréotypé où c'était vraiment que le jeu au pied et une défense. Ils étaient critiqués autour de ça. Et je pense qu'ils ont prouvé ces quelques derniers, récemment, qu'ils sont capables aussi d'être très physiques, mais aussi avec des joueurs qui sont capables de créer les différences avec un peu d'espace. Et donc ça, je trouve bien qu'ils ont retrouvé un équilibre dans leur jeu. Après, ça revient peut-être à la charnière que Andrew, tu connais très très bien. Quand on a Pollard ou Manny Libbok, c'est deux styles de jeu complètement différents. Donc, est-ce que quand on arrive, c'est un peu comme le match contre l'Irlande. À la fin, ils ont perdu. Il faut faire le compte à la fin du match. Donc, même s'il manquait un buteur, le score, c'est ce qui reste au bout de 80 minutes. Donc, est-ce qu'ils vont partir avec Pollard pour serrer le match ou au moins prendre un avantage sur un jeu un peu plus physique et après laisser la possibilité de Manny Libbok de tenter tout dans la dernière partie du match. C'est un peu la stratégie et heureusement que je suis pas sélectionneur parce que je ne saurais pas quoi faire, mais au moins dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que l'Afrique du Sud aujourd'hui, ils sont capables aussi bien d'être physiques, mais aussi bien avec des joueurs qui peuvent faire les différences dans le jeu ou dans le jeu de mouvement. Donc encore une fois, je suis vraiment indécis sur une équipe qui est vraiment favorite pour emporter ce match. Vous avez obtenu votre premier titre avec Fabien Galtier, c'était son premier match. Est-ce que vous avez un petit conseil d'espion sud-africain ou pas? Non. Bon, tout ce que je peux dire, c'est qu'après le match, en fonction de gagnant, j'ai la chance aussi d'être sûr de gagner. Donc ça, mon accent, comme elle le dit, on parle en français, mais en fonction des résultats de match, mon accent sera un peu plus sud-africain ou plus français. Non. D'accord. Non, je plaisante, mais vous vivez en France, hein. Vous avez été entraîneur après votre carrière, un petit peu à Périgueux, très peu. Et désormais, le rugby a quelle place dans votre vie, Brian? Je travaille sur un projet où maintenant on se rapproche à nouveau un petit peu au niveau dans le rugby, mais je suis toujours en France. J'ai investi beaucoup dans tout ce qui était école de rugby pour transmettre un petit peu et aller en rencontre des clubs amateurs. Mais dans quel coin? Je pas parti un peu partout en France. On a fait à peu près jusqu'à aujourd'hui 170 clubs en France où contrairement à mon physique, ce que les gens peuvent penser, je promouvois un petit peu la technique individuelle parce que je trouve que ça apporte beaucoup plus à le spectacle et aussi pour le plaisir pour les joueurs. Donc voilà, ça fait partie d'un projet que je mène aujourd'hui, entre d'autres dans la performance et la préparation mentale. Mais je pas parti. Moi, je reste. C'est pour ça que je dis, je pas parti à nouveau vivre en Afrique du Sud. J'ai des attachements très forts en France entre tous les anciens coéquipiers ou des adversaires que j'ai connus au travers le rugby et des rencontres que je fais. Et là, je trouve juste formidable de aussi croiser des anciens copains, comme je peux dire, autour de cette tournoi qui se passe en France. Donc non, je suis toujours pas parti, je suis toujours en France. Et d'ailleurs, je suis plus longtemps en France que j'étais en Afrique du Sud, bizarrement. Ouais, c'est ça. Vous avez basculé. Vous êtes maintenant, on va vous appeler Brillant Liebenberg. Voilà, merci en tout cas. Brillant, ça restait comme ça, Danny Brillant. Merci en tout cas, Brian, d'avoir été avec nous. Brian Liebenberg, 3/4 centre ancien du 15 de France et du Stade Français. C'est un plaisir de vous avoir et aussi de comprendre aussi votre double culture au travers de ce choc qui va se passer dimanche entre la France et l'Afrique du Sud. Ce sera au Stade de France et ce sera bien sûr sur Sud Radio. Merci Brian et on se retrouve tout de suite dans un instant pour parler arbitrage avec Laurent Cardona dans un instant. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Vous voulez m'en siffler? Non, pas du tout. Bon, alors laissez-moi faire. Merci, monsieur. Ça, c'est la règle. Ça, c'est le sifflet. Une fois que ça a retenti, c'est terminé, on ne chambre pas. Si tout le monde parle et tout le monde est en train d'expliquer les règles de mon sport, ça va vite m'agacer. Vous voulez m'en siffler? Si vous voulez m'en siffler, je vous le laisse. Maxime, il n'y a plus de son. J'entends plus rien. Le micro est ouvert. Voilà, c'est ça aussi le nouveau studio. Le micro était ouvert, mon cher Maxime. Ouais.
parfois, eh bien... Bah là, il a ouvert le micro, mais j'ai toujours rien. Il est 20h46 sur Sud Radio. On est là, Johan Huget est là, Andrew Mertens est là, et vous les auditeurs, bien sûr, au 0826 300 300. C'est important, le micro ouvert, surtout pour faire de la radio. Et c'est important aussi d'accueillir Laurent Cardona, qui est avec nous, notre arbitre, notre consultant arbitre, pour avoir l'œil sur tout. Voilà, on veut pas votre sifflet, mais on veut bien vos explications, Laurent. Salut. Salut à tous, bonsoir à tous. Ça va bien? Voilà, la première phase c'est terminée de cette Coupe du Monde. D'abord, un petit point avec nos consultants. Andrew, quelle note vous mettriez à l'arbitrage depuis le début de la compétition? Il n'est pas là, peut-être, Andrew. Peut-être que Johan, qui nous entend, qui a ouvert son micro. Oh, excusez-moi, pardon, je pense... Oh, pardon, excusez. Non, je disais, sur l'arbitrage, quelle note vous mettriez à l'arbitrage en général depuis le début de la Coupe du Monde? Sur 10. Oh là, ça démarre mal. Bon, alors Johan a peut-être une réponse plus précise. 8 sur 10. 8 sur 10. Laurent, tu partages ce point de vue? Assez cohérent. Ouais, je suis d'accord avec Johan. Ouais, ça a été assez cohérent. Forcément, on a quelques décisions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Hein, forcément, c'est clair. Mais bon, en même temps, il n'y aura jamais une compétition de ce niveau-là où on sera 100% d'accord avec les décisions. Il y aura toujours des erreurs arbitrales. Tant que l'homme est homme, c'est comme ça. Oui, on va quand même demander à Andrew si la réflexion est maintenant aboutie. Est-ce que le verdict de la note va tomber? Moi, je dirais 5 sur 10. Je pense que c'est pas forcément la faute à l'arbitrage, parce que je pense que les conseils qu'ils ont en tant qu'arbitre, je pense qu'ils sont pas bons pour le sport dans tous les cas. Je pense qu'on a été, il y a eu trop de fautes au niveau arbitrage vidéo. On a vu hier soir, pendant le week-end aussi, il y a eu trop de fautes. Si on a un écran, 3 ou 4 écrans devant nous, on ne doit pas forcément faire des telles erreurs. C'est un sport. Ouais, tu penses, Andrew, au pied en touche de Keenan, l'arrière irlandais contre l'Écosse, par exemple, où c'était flagrant. Ouais, et il y en avait hier soir aussi avec Portugal-Fidji, je pense. Mais bon, ce qui m'intéresse, évidemment, on est tous humains. C'est dur ce sport parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, tout ça, difficile à tout voir. Mais je me demandais s'il y a une bonne procédure pour améliorer ce secteur du jeu, parce que ça fait partie de notre sport. Est-ce qu'on va voir certains qui sont pas performants, ou est-ce qu'on leur dit qu'ils sont pas performants? Par exemple, l'arbitrage vidéo et tout ça, est-ce qu'ils vont être enlevés des prochains matchs et tout ça? Évidemment, pour les arbitres, il y a une procédure pour arriver à arbitrer les phases finales. Donc, est-ce que c'est pareil? Ouais, alors on va demander on va poser cette question bien sûr à Laurent Cardona. Est-ce qu'il y a un système de sanctions, d'évaluation et de sanctions pour les arbitres, même les arbitres vidéo? Oui, clairement. L'ensemble du corps arbitral est noté sur sa prestation. Il y a des arbitres qui seront écartés des phases finales et comme des arbitres vidéo qui seront écartés des phases finales. Il suffira de regarder qui est nommé, qui n'est pas nommé. Ça voilà, il y a forcément un classement. Heureusement d'ailleurs, on peut pas. Je suis d'accord avec toi, Andrew, quand tu parles de l'Irlandais avec le pied en touche, qui dit qu'il n'y a rien de clair et évident à son arbitre de centre. Je pense que c'est pas possible de dire ça. Je pense que il y avait la possibilité de revenir sur ce cas de touche. Et j'ai des choses comme ça que je ne comprends pas non plus. Je suis un peu comme toi, que je ne comprends pas non plus. Voilà. Donc, Johan, vous révisez pas votre note, vous restez à 8. Moi, je reste à 8 parce que ils ont été cohérents durant toute la Coupe du Monde. Alors, il y a des erreurs, certes, mais je trouve que le jeu est plus fluide. On ne s'arrête pas pendant 2 ou 3 minutes pour délibérer sur une action. Il y a ça aussi à prendre en compte. Maintenant, sur des grosses erreurs, c'est pour ça que j'ai pas mis 10. Vous comprenez bien. Mais ouais, bien sûr. Ça a commencé très fort déjà avec l'en avant. J'aurais pu mettre l'en avant sur France, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande dès la première journée, qui était énorme et qu'on voit pas. Mais est-ce que ça fait pas partie aussi du jeu? Donc aujourd'hui on en est là, mais bon. J'ai envie de leur laisser un peu
de fautes, même si on est sur une période de Coupe du Monde, et j'espère qu'ils arriveront à être en symbiose pour réduire ces fautes sur des matchs vraiment couperés. Je pense qu'il y a une réévaluation, Johan. Oui, pardon, François. Il y a une réévaluation qui a été faite depuis le début de la Coupe du Monde. On a vu des contacts choc-tête qui ont très rapidement basculé en rouge, où il y avait peut-être des circonstances atténuantes à prendre. Et on voit sur la dernière journée notamment, où ces mêmes situations ont été plutôt bien maîtrisées et par le bunker notamment. Et je trouve que voilà, il y a eu plus d'analyse, plus pertinent, et que des cartons rouges n'ont pas été distribués à tort, j'ai envie de le dire. Non mais moi je suis d'accord, Laurent, mais tu vois, juste sur des grosses fautes comme l'an avant de la première journée, ou après c'est l'interprétation, l'an avant de la première journée Nouvelle-Zélande-France, où le pied en touche, quand même ce sont des fautes qui sont que tout le monde a vu, tu vois, c'est pas de l'interprétation, là c'est là, hein. C'est vrai. Tu vois. Là où je rejoins Johan, c'est que notamment sur l'an avant, oui, il y a toute cette histoire de cinétique, les mains qui vont pas vers la ligne de but, etc. Mais quand même, quand l'an avant, quand il y a 80 000 personnes qui le voient, à un moment, c'est bien d'être solidaire entre arbitres, parce qu'on a vu les analyses des uns et des autres qui disaient oui, il y avait en avant, mais c'est vrai que c'était quand même assez flagrant. Lucien, petite question. Laurent, est-ce que tu trouves qu'il y a un arbitre qui est sorti du lot durant cette phase de poule? Mathieu Reynal, le Français, a forcément fait de beaux matchs de qualification. Là, je suis un peu solidaire. François a dit qu'on est insolidaire, mais on est un peu solidaire de nos arbitres français. Owen Barnes est vraiment sur le prolongement. Je crois qu'il est l'arbitre de la finale tout désigné. Sauf si on retrouve les Anglais en finale, ce qui serait pas bon. Mais voilà, Owen Barnes tire son épingle du jeu parce qu'il est toujours aussi serein, toujours aussi pédagogique, et son arbitrage est complètement fluide quand il est sur un terrain. Et voilà, je trouve qu'un peu ses collègues sont plus c'est plus haché, c'est plus voilà. Je dirais pas qui ne m'a pas plu. Ah, mais juste après peut-être la pause, Laurent, hein, avant le qui je suis. Voilà, ça on va faire un petit teasing. Voilà, mais je suis d'accord avec toi sur Wayne Barnes, notamment sur le Nouvelle-Zélande-Uruguay, il a été plutôt très très pédagogue avec les Uruguayens. Il leur a laissé aussi un peu de mou pour n'en prendre que 70. Allez, on va se retrouver dans un instant pour le qui je suis, bien sûr, et vous restez bien avec nous dans Au cœur de la mêlée.